Jules Moineau, monographie de la police correctionnelle, avant-propos aux tribunaux comiques. Le président. Rien en justice n'est risible, disent certains présidents de police correctionnelle, en réprimant l'hilarité de l'auditoire qui prouve justement le contraire, tant il est vrai que la façon de voir les choses est affaire de tempérament. Je crois volontiers à la conviction d'un défunt magistrat répondant sévèrement à un voleur qui invoquait le bénéfice du proverbe « La faim fait sortir le loup du bois ». Mais quand le loup a faim, il travaille. Ou encore une vagabonde se disant sans domicile ni moyen d'existence « Quand on est jeune et forte comme vous, on se fait nourrice ». Mais je doute que ces réflexions aient été accueillies par le public aussi gravement qu'elles étaient faites. La réputation de la police correctionnelle est si bien établie que ceux qui assistent pour la première fois à l'une de ces audiences esquissent de confiance, dès leur entrée dans le prétoire, un rire qui n'attend qu'un prétexte pour éclater bruyamment. Les présidents gravent alors d'imposer le silence, d'autres laissent rire. C'est que les premiers subissent la présidence des chambres correctionnelles où le roulement annuel les a envoyés, et les autres la préfèrent à celle des chambres civiles. Cela est mieux jugé sur plaidoirie. Beaucoup de ceux-ci diraient volontiers, comme monsieur le président d'Extrême, pas de plaidoirie, pas de prison, ça va-t-il? La nuance est là. Les avocats. Oh, je commence à merveille la pensée de ce spirituel magistrat. À sa place, j'aurais fait la même proposition. Non que je n'aime pas les avocats, mais tant s'en faut. Seigneur, je ne leur reproche qu'une chose, c'est de plaider. J'entends, devant la police correctionnelle, où le président peut les arrêter par ces mots. La cause est entendue, c'est-à-dire ne continuez pas, vous avez gagné votre procès. Ce qui a rarement lieu au civil et ne se voit jamais en cour d'assises. De sorte que, toujours dans l'attente de cette interruption désirée, l'avocat parle, produit 2 fois, 3 fois les mêmes arguments, recommence à satiété la même analyse des faits, le même relevé de témoignages favorables à son client, la lecture des mêmes certificats. En fin de compte, prononce 3 plaidoiries au lieu d'une. Les doyens du barreau vont même jusqu'à 4, comme pour prouver que les vieux rasoirs sont les meilleurs. Et c'est ainsi qu'on a pu croire que les avocats de police correctionnelle sont pris à l'heure, comme les fiacres. Ce qui est admirable en eux, c'est leur facilité à plaider le pour et le contre. Ils ont 37 manières de démontrer l'existence d'un délit, et de l'autre côté de la barre, ils en auraient tout autant pour prouver que ce même délit n'existe pas. D'où l'impossibilité pour un avocat de désarçonner son contradicteur. Si d'un argument vainqueur il vous coupe en deux, comme Godefroy de Bouillon coupa ce sarrasin dont la moitié resta à cheval, la moitié de l'avocat pourfendu reste également à cheval sur sa cause, sans qu'il soit autrement paralysé dans ses moyens. Au contraire, il se gargarise aussitôt les syllabes les plus éclatantes, et d'un organe de plusieurs kilos au-dessus de ton naturel, il riposte par un contre-argument qui aplatit son adversaire, mais comme on aplatit un ressort à boudin qui se redresse après le coup porté. Conviction à part, c'est merveilleux. La conséquence de pareilles luttes est généralement le renvoi dos à dos des parties, c'est-à-dire la perte du procès des deux avocats et aussi de leur éloquence. Effet de la loi de la statistique en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant. Il est juste de dire que les avocats plaident moins pour le tribunal que pour leurs clients. Ceux-ci en veulent si bien pour leur argent que, même ayant eu gain de cause sur une brève plaidoirie, ils marchandent le prix des honoraires convenus, sous prétexte que leur défenseur n'a guère parlé. J'entendais un jour un homme dire à son voisin de banquette, admirateur d'un avocat à ce moment à la barre, vous devez entendre le bien, c'est bien autre chose que ça. Un gars qui vous a une gueule. Toute la clientèle de police correctionnelle est dans cette appréciation du barreau. Les prévenus.
Du moins, si les consciencieux défenseurs reviennent à l'infini sur la même chose, c'est toujours de leur procès qu'il s'agit, tandis que la plupart du temps, témoins et prévenus parlent de tout, excepté de l'affaire, notamment des chopines-bues. Ce qui est bu de chopines avant d'arriver au fait suffirait à désaltérer tout un auditoire au mois de juillet. C'est évidemment pour cela que les présidents, qui écoutent imperturbablement plaider 3 fois la même chose, par respect pour la liberté de la défense, limitent cette liberté aux délinquants, qui se défendent eux-mêmes, et s'opposent absolument à la lecture des plaidoyers écrits d'avance par des prévenus éloquents, mais non improvisateurs. Nous avons ainsi un jour perdu une plaidoirie qui devait être fort réjouissante, en juger par la péroraison seule que put lancer son auteur. Je donne mon âme à Dieu, mon cœur à Sa Majesté l'Empereur, et j'abandonne mon corps à la jurisprudence qui vous caractérise. C'est ce prévenu qui, à propos de l'interdiction de sa lecture, a dit ce mot célèbre au palais. Oh, j'ai passé bien souvent en police correctionnelle, mais je le déclare, je n'ai jamais été présidé comme cela. Les métiers de police correctionnelle. C'est la police correctionnelle qui a fait connaître les professions ignorées du vulgaire et que les prévenus qui n'en ont aucune avouable prétendent exercer. Ouvriers en bâton de maréchaux de France, fabricant d'yeux de bouillon à l'aide d'huile qu'on tient dans sa bouche et qu'on lance à petits jets dans la marmite, peintre de pâtes de dindon, la vieillesse de ces volatiles étant trahie par la blancheur de leurs pattes, savonneurs de mat de cocagne, noircisseurs de verre pour éclipse, ramasseurs d'invalides ivres, etc., etc., tous états pleins de mortes saisons. C'est à la police correctionnelle que viennent se révéler les moyens variés et parfois extraordinairement curieux de soutirer l'argent d'autrui. Ainsi récemment, par exemple, cet industrieux jeune homme qui, sous différents noms et en trimballant de domicile en domicile un mobilier de 1800 francs, l'avait assuré dans toutes les compagnies contre l'incendie pour un chiffre total de plus d'1 million, et s'était, comme courtier, fait payer ses commissions sur cette somme. Et devant tant d'imagination, on se demande quelle fortune n'eussent pas faite les inventeurs de son espèce, s'ils eussent appliqué à des spéculations honnêtes les ressources de leur intelligence perverse. Révélation d'audience. De la police correctionnelle aussi sont nées des réputations littéraires. C'est à ces condamnations pour outrage à la morale publique, prononcées à l'occasion de chacun de ses ouvrages, que Madame Marc de Monifaux a dû sa notoriété, malgré le huis clos des débats, ou plutôt à cause de ce huis clos, et de se faire lire beaucoup plus que les auteurs des livres couronnés par l'Académie française. C'est la police correctionnelle qui nous a appris pourquoi les cuisinières, qui font des économies en vue du mariage, ne se marient à peu près jamais, grâce à l'imprudence avec laquelle elles confient leurs petits magots à leur futur époux, qui le leur mange, part ensuite, censé pour chercher ses papiers dans son pays, mais en réalité va comme Bertrand voir si le printemps s'avance. Les huissiers d'audience. Je ne connais guère d'indifférence au débat de la police correctionnelle que les huissiers audienciers, lesquels généralement donnent ou lisent le journal. J'en ai vu que 2 occuper leur temps d'une autre façon, sans plus écouter pour cela. L'un dessine à la plume et très joliment, ma foi, les portraits des juges, des prévenus ou des avocats. Et l'autre, qui a disparu du palais, avait la funeste habitude des calembours. Celui-ci est devenu gratteux, il devait finir comme cela. Le substitut. Le substitut de police correctionnelle a pour mission de rechercher l'existence du délit et s'il l'a établi, de requérir l'application de la loi en vigueur à l'heure où il parle. Ce qui, en manière de terre de débit politique, lui fait une situation singulière. Ainsi, on a vu le même substitut demander, vers la fin de l'Empire, la condamnation d'individus qui avaient crié « Vive la République !» et la République établie requérir contre des gens qui avaient crié
Vive l'empereur! L'Empire n'est plus, c'est à merveille. Mais voyez-vous, monsieur le substitut Gastambide, faisant ressortir l'ouvrage adressé au maréchal président de ces paroles, il faudra se soumettre ou se démettre, requérant la condamnation de M. Gambetta qui les a prononcées, puis verront bientôt se réaliser le pronostic et son auteur arriver à la situation que vous savez. C'est peut-être pour des raisons de ce genre que la magistrature debout n'est jamais bien assise, au rebours de la magistrature assise qui reste debout. L'auditoire. L'auditoire de la police correctionnelle varie selon les genres d'affaires en rôle. Ainsi, le jour des flagrants délits, c'est-à-dire du jugement des prévenus arrêtés la veille pour vol, vagabondage, mendicité, rupture de banc, outrage aux agents, ivresse, etc., etc. L'auditoire est presque exclusivement composé de gendarmes et de gardiens de la paix. Les jours fort ennuyeux, consacrés au jugement de contrefaçon, le prétoire ne compte à peu près que les intéressés, bien qu'il s'y révèle souvent des inventions aussi cocasses que brevetées. Il n'y en a qu'une que j'attends vainement et qui me fait suivre les procès en contrefaçon. C'est un système pour boutonner aisément les cols de chemise. Peut-être ne le cherche-t-on pas, parce que le jour où les hommes pourraient boutonner eux-mêmes leurs chemises, on aurait à craindre l'abaissement du chiffre des mariages. Nous avons enfin les audiences indiquées pour telle affaire scandaleuse retentissante. Ce jour-là, la salle est littéralement prise d'assaut par de vrais stagiaires et de faux avocats qui louent une robe pour venir s'inspirer de l'éloquence des maîtres du barreau et s'en vont, pour la plupart, dès que ceux-ci prennent la parole. Les vieux habitués. La police correctionnelle est la seule juridiction qui a ses vieux habitués. Ces amateurs ont fini par se faire, de leur habitude, un titre pour pénétrer dans la salle d'audience, les jours où il n'y entre pas qui veut, et y choisir les meilleures places. Il en est qui, pour avoir mieux leurs aises, s'installent jusqu'au banc des avocats. Et on a même un jour expulsé du banc de la presse un de ses auditeurs qui, invité à nommer le journal dont il était le représentant, répondit qu'il appartenait à la rédaction de l'Indicateur des chemins de fer. Ces fidèles sont les cicérones de leurs voisins de banquette, pour qui les débats judiciaires sont choses nouvelles. Ils leur désignent les avocats célèbres, leur disent le caractère sévère ou rigolo du président, leur nomment jusqu'aux huissiers avec qui ils sont au mieux, et les gardes du palais à qui ils donnent des poignées de main. Et ils annoncent d'avance, grâce à leur vieille expérience, la peine probable que sera prononcée dans telle ou telle affaire. C'est l'un de ces importants personnages qui a cette question. « Monsieur est homme de loi ?» répondait avec une satisfaction visible. « Mon Dieu, je suis homme de loi, sans l'être précisément. » Les débuts de l'avocat. C'est à la police correctionnelle qu'après avoir suffisamment cultivé le ius romanum et le jus de houblon, le jeune licencié, investi du titre de maître, qu'il partage avec maître Corbeau, ouvre un large bec pour faire entendre sa belle voix en faveur d'un vagabond ou d'un ivrogne, son premier client, puis, agitant à l'instar du grand Lachaud, son bras tendu en avant, comme pour faire sortir des flots d'éloquence de sa manche oratoire, débute à peu près en ces termes dans la carrière du barreau. Ce n'est pas sans une vive émotion que je prends la parole pour l'infortuné qui a bien voulu me confier le soin de défendre sa considération et sa liberté. Voici un certificat attestant que depuis 25 ans il est fidèle au même perruquier, par qui il s'est toujours fait faire la barbe avec honneur et probité, etc., etc. Et après plusieurs années, passées vainement à attendre des clients plus sérieux, l'avocat sans cause abandonne une carrière ingrate en se disant, comme André Chénier, « Et pourtant, j'avais quelque chose là. » Ce qui est possible si c'est son front qu'il montre, mais ne pourrait pas s'expliquer autrement, justement, s'il désignait du geste sa serviette,
dans laquelle il n'y a jamais rien eu. Conclusion, telles sont rapidement indiquées les diverses physionomies de la police correctionnelle. Il ne me reste plus qu'à extraire pour vous de la Gazette des tribunaux, où je les ai publiés à leur date, des échantillons variés de ce qui s'y juge. Vous comprendrez alors, en lisant les tribunaux comiques, que s'il n'est pas parlé de la femme dans l'étude légère de la juridiction qui nous occupe, c'est parce que les héroïnes de cette juridiction n'ont généralement de la femme que le sexe. Devant la justice révolutionnaire, la femme s'appelle Marie-Antoinette, Madame Roland ou Charlotte Corday. Devant la justice criminelle, elle s'appelle Madame Lafarge. Devant la police correctionnelle, elle s'appelle Mame Pétard, Veuve Babouin ou Zoé du trottoir, dite femme Alphonse, et appartient à une catégorie de créatures dont on peut dire, avec Alexandre Dumas, qu'elles ressemblent à des femmes quand elles sont mortes. Bon, maintenant, huissier, appelez les causes. Jules Moineau, rédacteur de la Gazette des tribunaux.